Je vais présenter maintenant le professeur Samir Eni, qui nous fait l'amitié d'être présent, Samir, qui a un parcours assez exceptionnel, puisque PUPH de Tours, Angers, à chaque fois je me trompe, d'Angers, et qui est le premier directeur général d'un grand CHU, puisque de celui de Strasbourg. Et donc, merci Samir d'avoir accepté de présenter ta vision bicéphale, à la fois des praticiens, des CHU, mais également d'un directeur général. Bravo. Je sais pas. Il y a des dépôts ? Pas de dépôt. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Professeur Jardet, cher Olivier, Madame la Vice-Présidente, Professeur Matelin, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Hubert. Permettez-moi de saluer les trois passes-présidents, le professeur Mar, le professeur Albar Claude Benamou et le professeur Richman. Et puis permettez-moi aussi, venant de Strasbourg, d'avoir une pensée particulière pour le professeur Jec, qui a été aussi notre président de CME aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. On n'entend pas bien, le micro n'est pas bon. Est-ce que vous m'entendez? Donc, chers maîtres, chers collègues, en vos grades et qualités, merci de m'accueillir ici. Le président l'a rappelé, regard sur la chirurgie et sur le chirurgien 4.0, c'est forcément un sujet glissant, d'autant plus que je suis l'administration. Je ne suis pas chirurgien. Presque. Donc je vais essayer de partager avec vous plutôt une réflexion commune qui est basée sur, je dirais, ce qu'a présenté le président sur cette double expérience. Donc la chirurgie est au corps de changements majeurs, bien entendu portés par des avancées technologiques, une convergence inédite entre la médecine numérique, l'ingénierie, des robots chirurgicaux de plus en plus performants aux nanotechnologies révolutionnaires. Bien entendu en passant par l'intelligence artificielle, les biomatériaux, la médecine opératoire du futur. Les trois définissent bien sûr les contours de cette chirurgie 4.0. Mais cette révolution ne se limite pas aux outils. Elle touche également les compétences des chirurgiens, l'organisation des soins, les questions éthiques et légales et la manière dont les patients sont placés au centre du dispositif de soins. Je vais essayer d'évoquer les différentes dimensions de cette transformation en laissant part, bien entendu, aux questions sur le futur de la chirurgie. Je ferai d'abord un premier panorama sur les dernières technologies et innovations qui ont transformé cette chirurgie, avant de voir en quoi ces dernières ont replacé le patient au cœur de la prise en charge et de s'intéresser aux compétences nécessaires du chirurgien 4.0 pour s'adapter à ce nouveau écosystème. Je conclurai bien sûr avec une ouverture sur les débats éthiques qui s'imposent bien évidemment à nous et à ces évolutions. Permettez-moi de commencer par une question. Comment imaginer le futur de la chirurgie sans évoquer l'impact de la technologie et de l'innovation? Aujourd'hui, nous assistons à une révolution qui transforme non seulement la manière dont les chirurgiens exercent, mais aussi l'expérience des patients avec un objectif unique, central: garantir des soins de qualité, développer la formation, faire progresser la recherche et bien sûr renforcer l'attractivité et l'excellence de nos établissements. Les technologies, pour commencer, innovation, révolutionnent le quotidien des chirurgiens. Bien entendu, on parle de chirurgie assistée par robotique et son développement. Les robots chirurgicaux ont connu une évolution significative les dernières années, offrant des avantages considérables, comme vous le savez, tant pour les chirurgiens que pour les patients. Tâches complexes accomplies avec grande précision, baisse du risque d'infection, baisse de la taille des cicatrices, etc. L'apparition
des micro-robots marquent une avancée majeure dans le domaine de la chirurgie. Ces dispositifs miniaturisés, capables d'opérer avec une précision inférieure au millimètre, repoussent les limites techniques chirurgicales traditionnelles. Ils permettent d'atteindre des zones anatomiques inaccessibles tout en réalisant des gestes d'une finesse inédite, moins minime que 0,2 mm de diamètre, tels que les nerfs ou les vaisseaux sanguins. Concernant la chirurgie à distance, nous pouvons penser à l'intervention qui a fait la une en septembre 2024 des équipes de Bordeaux, qui ont réalisé avec succès cette intervention sur un patient situé à Pékin, tout en contrôlant un robot à des milliers de kilomètres grâce à une faible latence des transmissions de seulement 130 millisecondes. La chirurgie à distance soulève toutefois des enjeux importants. Le partage des savoirs et des compétences. Ce partage des savoirs et des compétences devient primordial, car cette technologie permettrait à des chirurgiens de renommée internationale d'opérer des patients dans les régions les plus isolées, réduisant ainsi les inégalités d'accès aux soins. En parallèle, cela appelle à un développement continu des technologies pour réduire encore davantage les délais de transmission. L'objectif, étant donné, bien sûr, reste au-deçà des 200 millisecondes pour garantir une parfaite synchronisation entre les gestes du chirurgien et le robot. Cette avancée technologique pose donc des questions éthiques et organisationnelles. Comment garantir une formation adéquate et équitable à l'ensemble des professionnels et leur permettre la gestion de ces outils? Quels sont les protocoles à établir pour des interventions transcontinentales en cas d'urgence? Comment garantir partout les infrastructures techniques qui permettent de telles interventions? Alors, quel est l'impact de l'intelligence artificielle dans la prise de décision chirurgicale? Bien sûr, tandis que la robotique définit les gestes chirurgicaux, l'intelligence artificielle vient enrichir la réflexion médicale en apportant des analyses prédictives mais aussi stratégiques. Elle devient un véritable acteur clé dans la prise en charge et surtout dans la décision chirurgicale. Des algorithmes d'apprentissage profond peuvent analyser des millions de données en un temps record pour identifier les meilleures approches thérapeutiques ou bien sûr prédire les complications potentielles. Mais ces avancées, bien sûr, ne sont pas sans poser des questions éthiques et juridiques. Qui sera responsable en cas d'imputation, en cas d'erreur imputable à une IA? Comment s'assurer que les algorithmes soient exempts de biais pouvant compromettre la sécurité des patients? Ou encore plus récemment, va-t-on avoir plutôt une inflation des procès parce que le chirurgien ne s'est pas aidé d'intelligence artificielle et ça a conduit à des erreurs médicales? C'est le débat qui s'ouvre à nous, c'est des débats cruciaux pour l'avenir de la profession tout entière. Alors ici et là, permettez-moi de parler aussi de l'imagerie et des navigations avancées. Comment utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle? Alors la réalité augmentée et la réalité virtuelle transforment profondément le domaine chirurgical. Ces technologies permettent une visualisation avancée de l'anatomie, offrant précision inégalée dans la préparation et l'exécution des interventions. La réalité augmentée permet notamment de superposer des images en 2 ou 3 dimensions directement sur le corps du patient, facilitant ainsi le positionnement exact des instruments et surtout implants. Ce procédé optimise également la planification opératoire et sécurise les procédures. Cela permet par exemple d'augmenter considérablement la précision de pose de prothèses. Ceci sans implication, bien entendu, a des implications sur le nouveau métier ou le métier du nouveau chirurgien, car au-delà, je dirais, de la maîtrise de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ceci impose une maîtrise de l'ensemble de l'écosystème bloc opératoire. Je reviendrai tout à l'heure. Dans les avancées d'imagerie et navigation avancée, permettez-moi de citer aussi l'imagerie en temps réel pour une précision accrue. L'intégration de l'imagerie en temps réel dans les blocs opératoires est une des autres avancées majeures pour la chirurgie augmentée. Ces dispositifs permettent aux chirurgiens de vérifier in
instantanément l'impact de leurs gestes tout au long de l'intervention. À Strasbourg, je cite l'IHU et les équipes chirurgicales, cela constitue un vrai exemple avec un bloc opératoire équipé de toutes les technologies d'imagerie disponibles. Cette infrastructure des images 3D, des organes en temps réel, rendant la chirurgie plus sûre et plus personnalisée. Cependant, des défis subsistent, notamment dans l'imagerie des structures en mouvement comme l'abdomen, dont les déplacements liés à la respiration, comme vous le savez, compliquent l'obtention de visualisations stables et précises. L'objectif commun, c'est de développer bien sûr ces technologies capables de nous permettre de compenser ces mouvements, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d'intervention des tissus dynamiques et pourquoi pas s'inspirer des radiothérapeutes qui, en technologie, je ne cite pas la marque, mais en technologie de radiothérapie in situ, arrivent à neutraliser ces effets de respiration. Et donc on voit qu'on n'est pas très loin en fait de la maîtrise totale en routine de ce type de technologie. Autre point qui implique le chirurgien 4.0, qui nous oblige à imaginer aussi l'écosystème bloc, c'est l'impact du bioprinting et des matériaux sur des greffes et sur les implants. Matériaux intelligents pour des implants adaptatifs et bien sûr résorbables. Les progrès en bioprinting et matériaux transforment profondément la médecine régénérative et la chirurgie reconstructive. Des matériaux intelligents permettent aujourd'hui la conception d'implants adaptatifs et résorbables, capables de s'intégrer harmonieusement dans le corps et bien entendu accomplir leurs fonctions de manière harmonieuse. Le défi qui est aussi devant nous, c'est l'impression 3D de tissus et organes pour les greffes. Ceci pose des questions encore techniques et éthiques. Si la création de structures biologiques fonctionnelles suscite l'espoir de pallier les pénuries de donneurs, elle soulève néanmoins des interrogations sur la viabilité à long terme de ces tissus et sur les implications éthiques liées à leur utilisation. De même, l'avènement des nanorobots chirurgicaux capables de réaliser des interventions minimales ouvre des horizons absolument fascinants, mais implique de relever les défis significatifs en termes de miniaturisation, de contrôle à distance et de sécurité de ces dispositifs. Ces avancées, bien encore en développement, témoignent du potentiel immense des biotechnologies pour répondre à ces besoins du futur. L'une des promesses majeures de la chirurgie 4.0 et de toutes les technologies citées réside dans sa capacité à offrir des soins personnalisés, de mieux adapter les interventions aux besoins spécifiques de chaque patient et de renforcer bien sûr le suivi post-opératoire pour garantir une récupération minimale. Le secrétaire perpétuel en a parlé tout à l'heure. Ce recentrage sur le patient transforme bien entendu la médecine opératoire et un processus véritablement individualisé. Alors, que produisent ces changements pour le patient et le développement d'une médecine ou d'une chirurgie de plus en plus personnalisée? Je dois m'inspirer de la chirurgie 4P qui a été fondatrice. Elle repose sur les 4 principes clés: la personnalisation, la prédiction, la prévention et la participation. Elle prend en compte les caractéristiques uniques de chaque patient, telles que les données génétiques, les données médicales et environnementales, afin de s'adapter bien entendu aux traitements chirurgicaux et à ses besoins nouveaux et spécifiques. On peut aussi parler des connectiques, quel système de monitorage de flux de patients que nous avons mis en place. Chaque patient bénéficie d'un équipement dédié pour collecter ces données en temps réel. Ce système suit le patient lors des transferts d'une unité à une autre, assurant cohérence et surveillance, mais les données collectées sont agrégées, archivées, et comment transformer l'utilisation de ces données. On se retrouve devant une époque où le moniteur qui suit les données, c'est 10% du prix total. Si vous rajoutez le système d'information, si vous rajoutez l'ensemble en fait de l'écosystème qui est autour. Et donc on doit shifter nos modes de pensée pour qu'on puisse, je dirais, mettre le point sur comment exploiter cet écosystème pour qu'on puisse, je dirais,
faire jouer notre rôle en recherche et donc satisfaire, je dirais, l'ensemble des missions régaliennes d'un CHU. Je vous fais pas l'affront de parler de la réhabilitation post-chirurgicale, où là, il y a des solutions technologiques innovantes qui ouvrent des ouvertures fascinantes. Mais je dirais, on doit aussi adapter nos environnements de travail qui soient interconnectés et collaboratifs. Cette évolution ne se fera pas sans une réforme, sans la refonte peut-être des parcours de formation qui devront intégrer des simulations immersives et des approches interdisciplinaires et qui concernent l'ensemble de l'écosystème du chirurgien qui sont au service du chirurgien. On y arrive sur le chirurgien. Quelles compétences et formations pour le chirurgien de demain? Je mesure mes propos dans ce lieu mythique, donc je me permets d'être à la frontière et à la lisière de ce que je peux dire ou pas. La simulation pour intégrer au mieux les compétences liées aux nouvelles technologies. Bien sûr, les technologies de pointe et les modalités d'apprentissage des chirurgiens changent constamment et on doit s'adapter. L'utilisation croissante de simulateurs intégrés, bien entendu, et on a la chance d'avoir un certain nombre de diplômes interuniversitaires qui charpentent, je dirais, l'utilisation de ces simulateurs. Il faut qu'on ait une formation immersive, interactive, qui permette aux praticiens de maîtriser les outils et les robots chirurgicaux. Et je ne peux pas ne pas à Strasbourg citer ce qui est fait à la fois par l'IHU et à la fois par l'IRCAD et les équipes de Jacques Maresco. Ces plateformes de simulation doivent encore être consolidées pour couvrir des spécialités très variées et être étendues le plus possible sur l'ensemble du territoire. Et peut-être ça, c'est un de nos défis, c'est comment la chirurgie 4.0 nous aide à relever ces défis territoriaux et, je dirais, cette fracture territoriale. Alors, le rôle du chirurgien au bloc opératoire, repensé à l'aune de ces nouvelles technologies. Le rôle du chirurgien au sein de l'équipe a évolué de manière significative au cours des dernières décennies. Autrefois, si vous me permettez, je suis très imparfait dans ce que je vais dire, centré sur l'exécution des actes chirurgicaux, il est désormais davantage impliqué dans la coordination et l'animation d'une équipe pluridisciplinaire. Cette évolution a conduit à une communication renforcée, en particulier avec l'ensemble des autres disciplines, des professionnels médicaux, des professionnels non médicaux, des ingénieurs biomédicaux, des ingénieurs de systèmes d'information. Et donc on se retrouve, et on n'a pas le choix, devant une situation où on se doit de penser, quand on prévoit les recrutements et les carrières des chirurgiens, de prévoir tout l'écosystème qui est autour. Et c'est cette transition-là que je dirais qui est nécessaire pour qu'on puisse être à la hauteur des transformations que vous portez. Et bien entendu, ça ne peut pas se faire sans développement des soft skills, d'autant plus important qu'on parle peut-être d'un nouveau métier, plus important que le chirurgien de demain, doit à la fois développer son adaptabilité, bien entendu aux nouvelles technologies, mais aussi sa capacité à collaborer en interdisciplinarité avec des ingénieurs, avec des data scientists et bien sûr des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et c'est notre défi de demain. L'introduction des technologies avancées telles que la chirurgie robotique nous redéfinit le rôle des chirurgiens, des équipes chirurgicales, par exemple sur la supervision des machines, plutôt sur l'intervention directe. Au fur et à mesure de l'automatisation des gestes chirurgicaux progresse. Cependant, la question qui peut se poser, est-ce que l'intuition du praticien peut-elle être un jour remplacée par un algorithme? C'est la question qu'on peut collectivement se poser. Le partage des innovations, un enjeu majeur. Il n'y a pas de chirurgie 4.0 sans partage. Permettez-moi juste de citer mes maîtres et qui disaient un chirurgien qui soit hospitalier, qui travaille au secteur libéral, un chirurgien, un enseignant chirurgien, un enseignant-chercheur chirurgien, un chirurgien qui publie, un chirurgien qui façonne et avant tout un chirurgien. Peut-être cette exigence que vous avez, que peut-être les autres disciplines n'ont pas. Et ça, on se doit à la fois de former des chirurgiens. J'ai une pensée particulière pour les collègues de Mayotte et de La Réunion. Et quand vous envoyez des chirurgiens en ce moment, on est sollicité, on envoie des chirurgiens.
On ne voit pas des chirurgiens qui vont opérer avec des robots. On envoie des chirurgiens. Et donc ça, c'est des éléments clés. Et dans cette institution, vénérable institution, je me permets aussi de rappeler aussi des enjeux de formation que nous partageons, je dirais, d'une manière commune. Un chirurgien, c'est aussi une personne qui est généreuse. Vous connaissez beaucoup de métiers, en fait, qui mettent un certain nombre d'années, un parcours assez compliqué, et qui transmettent leur savoir, leurs gestes. Un chirurgien, c'est un artiste, un chirurgien, c'est un artisan, un chirurgien, c'est un ingénieur, c'est un inventeur. On a eu plein d'exemples. Et donc, à ce titre, on travaille avec l'ensemble de la communauté chirurgicale pour justement profiter de ces voies cognitives que vous avez si particulières pour nous permettre d'être prêts, d'être à la hauteur aussi des ambitions qui sont les nôtres. L'intégration massive des technologies numériques et de l'IA dans le champ chirurgical soulève également des interrogations éthiques fondamentales. La responsabilité en cas d'erreur, la confidentialité des données patients. On arrive à un point où peut-être, dans certains établissements, le budget du biomède, c'est le même que le budget informatique. Donc, comment on va pouvoir, je dirais, valoriser l'ensemble de ces investissements à votre service, au service du patient, pour que vous puissiez, je dirais, profiter des fruits du travail qui est important et nécessaire pour qu'on puisse transformer l'essai à travers les publications et à travers le changement de vie de nos patients. La responsabilité en cas d'erreur, je l'ai dit, l'équité d'accès aux innovations, autant de questions cruciales. On se pose souvent la question d'équité d'accès au traitement sur les thérapies innovantes, sur les thérapies contre le cancer, à juste titre, sur les maladies rares. Peut-être qu'on est aussi dans une phase où on se doit de poser la question de l'évolution de la chirurgie 4.0 sous l'angle aussi équité d'accès à ces outils et à ces nouvelles technologies et à l'ensemble géré des patients et des habitants de nos territoires. La chirurgie 4.0 ne pourra se déployer pleinement sans un dialogue, j'ose dire transparent, certainement, entre les professionnels de santé, les patients, les régulateurs et les industriels. On a la chance d'avoir un tissu industriel assez remarqué. Bien entendu, un point, et je suis devant le concepteur de la loi Jardé. Au passage, je dirais ma position actuelle ne me pousse pas à parler de la recherche et ce que vous savez, mais je peux vous dire que 40% du financement d'un CHU, c'est la recherche. Et donc je peux vous dire que vous êtes très attentifs au changement et au respect et comment la réglementation est appliquée dans un souci d'efficience, c'est vous, l'efficience des patients, mais aussi dans un souci d'efficience économique. 40% du financement des CHU, c'est pas l'assurance maladie. Donc on se trouve devant une équation, je dirais, qui est commune, à la fois rentabiliser, si vous me permettez l'expression, l'utilisation, tout ce que vous faites et vos efforts à travers la recherche, mais aussi c'est une source de financement absolument majeure pour nous. Et donc on est, je dirais, lié à ce qu'on ait cette vigilance sur comment on applique tel ou tel texte législatif et comment on peut être à votre service pour qu'on puisse favoriser, accélérer les procédures de recherche. Parce que, je dirais, c'est un cercle vertueux et ça nous permet de maintenir cet effort de recherche. Bien entendu, la gestion des données patients utilisées pour entraîner les modèles d'IA soulève des enjeux de confidentialité nécessitant des mesures absolument strictes de protection pour garantir la sécurité des informations qui sont, je dirais, très sensibles. Ça reste un enjeu qui, pour nous, est majeur. En conclusion, la chirurgie du futur, façonnée par des innovations technologiques majeures, ouvre des perspectives absolument impressionnantes, tant pour les professionnels de santé que pour les patients. Les avancées comme la chirurgie robotique, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et la biotechnologie révolutionnent non seulement vos pratiques chirurgicales, mais aussi la manière dont nous concevons les soins, les parcours de santé. Ces technologies permettent d'augmenter les précisions des interventions, de réduire les risques et de favoriser, bien entendu, la réhabilitation rapide et précoce, tout en offrant une chirurgie plus personnalisée et surtout accessible. Cependant, cette évolution soulève des défis majeurs, notamment en termes éthiques, de formation, de réglementation
et de gestion et de prévision des investissements et de gestion des coûts. Le rôle des chirurgiens est redéfini par ces outils de pointe qui exigent une collaboration absolument accrue avec d'autres disciplines et un perfectionnement constant des compétences, vous l'avez cité, Monsieur le Président. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle et des données numériques, à la fois dans la prise de décision chirurgicale, mais aussi liée aux questions cruciales des responsabilités, de la responsabilité et de la protection de la confidentialité, nécessite bien entendu des cadres un peu robustes pour encadrer ces utilisations. Bien entendu, mon propos reste modeste et je n'ose dire l'avenir de la chirurgie ne se dessine donc pas uniquement à travers des progrès techniques, mais également dans la manière dont ces avancées sont intégrées de manière inclusive, éthique et durable dans les systèmes de santé. L'enjeu majeur est de concilier ces innovations avec les besoins et les attentes des patients, tout en assurant une distribution équitable des bénéfices pour tous. La chirurgie 4.0 représente réellement un tournant décisif dans l'histoire de la médecine, de la chirurgie, dans l'histoire de nos hôpitaux et de notre système de santé, où la technologie, l'humain, la réglementation doivent se rejoindre pour offrir des soins de santé les plus sûrs, les plus efficaces et bien entendu les plus inclusifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup au professeur Henny pour cette vision bipolaire, puisque à la fois médicale et administrative. Effectivement, les CHU, c'est la recherche, ça c'est tout à fait important. Tout le problème de la responsabilité qui va arriver et de la place du chirurgien. Et effectivement, à Mayotte, on n'envoie pas un chirurgien 4.0, on envoie un chirurgien 1.0. Merci infiniment. Ben écoutez, c'est un peu avec tristesse que je vais terminer ce mandat. Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toute l'équipe qui m'a entouré, le professeur Benamou, le professeur le doyen Koudane, bien sûr le secrétaire perpétuel Hubert Joannet, la vice-présidente qui va devenir présidente en début d'année prochaine, mais également je voudrais saluer particulièrement Philippe Topard. Parce que Philippe, c'est vrai que l'académie, financièrement, c'est compliqué, et il le fait avec beaucoup de doigté, beaucoup de bénévolat, de temps passé, et tu arrives vraiment à faire que cette académie puisse vivre. Et quand on te propose une nouveauté, tu l'étudies, tu dis pas non, puis après tu dis oui ou non, mais souvent tu dis oui, et je te tiens à t'en remercier. Je remercie aussi Guillaume Pourchet pour tout le travail que tu as fait, les tenues, tu as remis à l'ordre du jour tout un passé qui est important, même si on parle de chirurgie 4.0. Et donc, un grand merci Guillaume. Un grand merci à Jean-Pierre Rosenbaum. Il était venu au début d'année dernière, début d'année de cette année, me parler d'un dîner de mécènes. J'avais dit oui, mais j'étais interrogatif. On était parti sur la galerie des batailles. La galerie des batailles, la location, il n'y a aucun problème, 100 000 €. Après, on a été France-Amérique, aucun problème, 60 000 €. Donc ça devient compliqué. Et donc tu as fait quelque chose de merveilleux. Et donc vraiment, je te remercie. Et pour la visibilité, c'est important. Et puis, je souhaiterais aussi remercier Jean-Claude Coufinal. Qui nous a apporté un 4.0 qui est l'avenir de la chirurgie et c'est l'avenir de l'Académie nationale de chirurgie qui est dans ce challenge. Alors, je ne vis pas comme mes parents et mes enfants ne vivront pas comme moi. C'est-à-dire que l'être humain est ainsi fait, c'est-à-dire qu'il est en perpétuelle interrogation et souhaite toujours
s'astreindre des contraintes naturelles. Je crois que c'est une chose fondamentale dans l'homme qui nous différencie d'ailleurs de l'animal, qui vit toujours pareil. Et donc il y a une grande différence entre les deux, et moi ça me pose même personnellement une question. Je suis toujours très interrogatif sur ma propre existence, d'où je viens. J'ai presque plus peur de d'où je viens que d'où je vais aller après. Et c'est vrai que c'est toute une interrogation qui est dans l'avenir également de la chirurgie, et je reste persuadé que cet avenir, c'est la nouveauté, et en aucun cas, il faut retourner vers l'arrière, même s'il y a des nostalgiques parmi nous. Et donc, un grand merci pour cette année très enrichissante à votre contact. J'espère qu'on a apporté quelque chose de nouveau, un nouvel enjeu, et je sais que je remets cette présidence à quelqu'un de confiance, et ça, c'est sympathique. Sympathique, et je sais que Carole Macklin sera à la hauteur, et Paul continuera à propulser l'Académie nationale de chirurgie vers l'avenir. Alors, si vous voulez me faire plaisir, je souhaiterais qu'on fasse une photo des académiciens en tenue avec les médaillés Ambroise Paré, Patrice Mertel, ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, Hubert, voilà. Ok, voilà. Carole, viens, bientôt. Denis, viens. Ok, voilà. Et montrez vos médailles quand même. Tous les jeunes médaillés aussi, là, de la recherche. Si, Arlette. Ah oui, il faut la resserrer. Les jeunes chercheurs, là, qu'on a médaillés. Venez devant. Ok, merci.